Bonjour à tous et bienvenue à cette session de l'AWS Summit. Je ne sais pas comment se passe votre journée jusqu'ici, mais pour nous, ça se passe plutôt bien. On a déjà vu plein de clients, c'était super. On est à cette session aujourd'hui où je vais vous parler de Java et d'AWS et de la relation que les deux entretiennent. Et normalement, aujourd'hui, vous devriez apprendre plein de choses Ah, sur ah, comment... t'as bien? Oui, Guillaume? En fait, moi, j'ai un client que j'accompagne qui fait du Oui. Java. Ouais. Et moi, au niveau de la session, j'ai vraiment besoin d'infos parce que mon client, il a plein de Java, du Java 8, du Java 11. Il se pose plein de questions. Est-ce que c'est compatible avec le cloud? Est-ce qu'il ne doit pas changer de langage? Il entend plein de langages modernes, révolutionnaires, du Golang, du Rust, du WebAssembly. Est-ce que Java, c'est encore dans le coup, en fait? Ah bah ouais, Java c'est largement dans le coup, c'est même un écosystème qui est hyper dynamique aujourd'hui. Vous avez certainement entendu parler de Quarkus, de Micronaut, de GraalVM et des choses comme ça. On est loin du Struts d'il y a 20 ans. Euh, et donc bah, aujourd'hui on peut toujours se poser la question de se dire, bah voilà, mon application elle a plus de 20 ans, mais qu'est-ce que j'en fais? Et on a beaucoup de clients qui aujourd'hui se retrouvent dans la situation que vous voyez derrière moi, c'est-à-dire j'ai un appartement, mais bon, ça commence à se dégrader un petit peu, les murs deviennent poreux, j'ai des infiltrations, etc. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je remets juste un coup de peinture? Est-ce que je remets un coup de papier peint? Je refais le parquet, etc. Donc, l'idée, c'est de se dire qu'est-ce que je fais avec cette application de plus de 20 ans? Est-ce que c'est du COBOL et je dois m'inquiéter, ou est-ce que je peux encore faire des choses, voire la moderniser? Donc, je m'appelle Damien Metzler, je suis Solutions Architect chez AWS hein, et aujourd'hui avec Guillaume, on va vous expliquer un petit peu comment vous pourriez construire vos nouvelles applications Java et comment grâce à AWS, ben, vous allez pouvoir mettre en œuvre ou moderniser vos applications. On a la chance aujourd'hui d'être accompagné de Yacine qui nous vient de Léon Gross qui nous montrera un retour d'expérience qu'ils ont eu suite à leur adoption de Java sur AWS. Alors on n'est pas là aujourd'hui pour dire je vais du Java, c'est quel est le langage d'après, hein, Python, Ruby, Go, tout ça, etc. Non, non. Ici on est bien pour faire notre application en Java. On est d'accord Guillaume? Tout à fait d'accord. Alors explique-moi un peu c'est quoi ton application Java? Alors, déjà, on a oublié quelque chose, c'est que globalement, Java reste super populaire. Je l'avais déjà montré l'année dernière, ces stats-là, c'est que euh, si vous prenez des index comme le TIOB, qui est un index de classification de langage, Java est toujours positionné en haut du tableau, hein, quatrième. Euh, PPL, c'est Popularity of Programming Language, c'est l'index GitHub. Non, celui-là, c'est l'index du nombre de recherches qui sont faites sur Google pour les langages. Donc pareil, Java en deuxième position. Donc il y a toujours beaucoup d'intérêt sur ces langages. Et chez AWS, on a beaucoup d'intérêt sur Java. Il ne serait pas hyper étonnant qu'un jour vous trouviez une stack trace quand vous appelez un des services AWS, parce qu'il y a beaucoup de Java dans les services AWS. Et d'ailleurs, si vous ne le savez pas, on a notre propre JVM qui s'appelle Coreto, qui est disponible en version 8, 11, 17, 21. Et donc, on contribue à Java. Et donc, le petit rectangle orange que vous voyez, ben, c'est la contribution d'Amazon à Java. Petite anecdote encore, le papa de Java, James Gosling, c'est un employé d'AWS qui travaille sur les parties plutôt IoT. Donc, AWS contribue à Java, c'est pas un langage qu'on met de côté, et on va le voir dans cette session que ben, c'est toujours vivant. Donc, Guillaume, comment on lance une application sur Java, Java sur AWS hein? Eh bien, effectivement, Damien, on va voir plusieurs manières de lancer une application sur AWS. Avant tout, on va rappeler le modèle de responsabilité partagée pour ceux qui ne seraient pas au courant. Globalement, AWS se charge d'une partie, donc qui est la partie du cloud, en fait, donc de fournir de l'infrastructure sécurisée, de la capacité. Et le client, lui, va plutôt être responsable de mettre à jour les systèmes d'exploitation, du choix du système d'exploitation, mais aussi forcément des applications des frameworks, des librairies et évidemment gérer les accès. Est-ce que j'expose mon application publiquement ou pas, etc. Et en fait, il est important ce modèle de responsabilité partagée parce qu'en fonction du service qu'on va utiliser,
la ligne entre ces deux points, donc entre AWS et vous, va changer en fait. Donc c'est ce qui va différencier le choix du service que vous allez pouvoir faire. Donc une architecture classique de l'application Java ne diverge pas trop d'une autre application. Globalement, on va avoir un serveur, un système d'exploitation, donc souvent une machine virtuelle évidemment, mais ça pourrait être une machine physique, un système d'exploitation donc de notre choix, souvent Linux pour Java, on va dire, même si ça reste compatible Windows, et forcément notre application, notre serveur d'application. Donc évidemment, quand on a beaucoup de charges, ce modèle-là ne fonctionne pas. On va avoir besoin d'avoir plusieurs instances en parallèle, forcément, et d'avoir un répartiteur de charges, un load balancer, je pense que voilà, tout le monde a compris, pour répartir la charge et pour pouvoir scaler. Ça, c'est le monde traditionnel, comme on le faisait, comme le fait mon client qui fait sa migration. Ça, c'est relativement classique. Sur AWS, on sait faire. Hein. Là, on n'apprend rien. Ouais, okay. Et donc, ce qu'on a besoin de faire, le premier défi qu'on a à faire, c'est de faire le déploiement et la construction de notre application, on-premise, on va dire, c'est le premier problème, et de faire en sorte que chacune des machines ait la même version de l'application à tout moment, c'est-à-dire en fonction d'une mise à jour ou en fonction de j'enlève une instance et je la rajoute. Sans grande surprise, Amazon EC2 2006, le service répond exactement à ce cas d'usage. AWS fournit donc, et dans la partie responsabilité, la partie physique d'une machine virtuelle. D'accord. Vous provisionnez une ou plusieurs machines virtuelles à l'aide de la partie auto-scaling group. Et donc un load balancer devant pour répartir la charge, donc Elastic Load Balancer. C'est la copie conforme, mais sur le cloud que vous pourriez retrouver on-premise. Reste à la charge du client les mêmes choses qu'avant, on va dire. Le déploiement, la construction de l'applicatif, mais aussi le choix des types d'instances, leur nombre, etc., et surtout le choix du load balancer dans le cloud. Là où c'est quand même intéressant, c'est que par rapport au modèle on-premise, on a quand même un load balancer qui est élastique, qui est lui, pour le coup, serverless. On n'a pas besoin de gérer de la capacité. Mais sur la partie EC2, on va devoir gérer la capacité. C'est là-dessus qu'on va être facturé. On arrive ensuite en 2011, où nos clients nous ont remonté que EC2, en fait, c'était bien gentil. Un auto-scaling group, ça commençait à être compliqué. Les choix de déploiement commençaient à être compliqués. Et donc, en 2011 est apparu Elastic Beanstalk. Elastic Beanstalk, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'appuyer en fait sur ces briques, EC2 et load balancer, et fournir une couche de déploiement, donc une orchestration en fait, qui va vous permettre de choisir du blue-green, la stratégie de déploiement, du blue-green, du batch, etc. Et ça, sans moindre coût, puisque ce qui est facturé au final, c'est la même chose qu'avant, un load balancer et des instances EC2 que vous choisissez. Donc la responsabilité reste la même, mais la partie déploiement et construction est facilitée, on va dire, enfin surtout déploiement, par le service Elastic Beanstalk. Ouais, mais ça, c'est quand même super 2011, Guillaume. Ouais, parce que moi, en 2013, je faisais des containers. C'est vrai que ça s'est un peu croisé. Bon. En 2011, ECS, Amazon Elastic Container Service, orchestrateur de conteneurs Docker, donc compatible Docker, du coup, qui n'est pas facturé, qui est pour le coup quelque chose qui est fourni à titre gracieux comme l'API EC2, vous me direz heureusement, parce que c'est globalement ce qu'on cherche d'un cloud provider sur cette partie-là. Et du coup, on va avoir à notre responsabilité en tant que client de gérer l'autoscaling group. On a quand même des EC2 derrière qui sont dans notre périmètre en tant que client. Et du coup, par contre, on a tout à fait le choix des conteneurs, de la JVM, etc., de la souplesse. Encore une fois, il va rester à notre charge aussi le déploiement et la construction. Ça peut être aussi un avantage si on a déjà une chaîne d'intégration continue, du GitLab, du GitHub, du code pipeline, tout ce qu'on veut. Et donc, encore une fois, là, ce qui ne change pas, en fait, vous voyez venir, en fait, au fur et à mesure, c'est les instances EC2 qui sont facturées et le load balancer. Alors, le balancer à l'usage, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, là où les EC2, peu importe qu'elles soient utilisées ou pas, on va être facturé pour l'instance entière. Évidemment, avec l'ajout et le retrait, ça va être facilité. Là où c'est intéressant, c'est que donc ECS, ça permet de lancer des conteneurs, mais on s'appuie sur des instances EC2, et nos clients nous ont demandé comment je fais maintenant pour lancer des conteneurs sans me soucier de la couche infra, sans me soucier de l'image, du système d'exploitation qu'on avait avant. Comment on fait bouger en fait cette ligne de responsabilité plus vers AWS et moins vers moi le client, parce que j'ai pas envie de le gérer. J'ai Docker, j'ai déjà une couche d'abstraction. Donc comment je fais pour m'en passer? Et ben c'est le but de Fargate. Fargate, on va venir monter en fait ces lignes de responsabilité, puisque derrière, en fait, on va avoir des conteneurs, et uniquement des conteneurs qui vont être facturés à l'usage, et c'est tout. Vous n'avez pas notion de qu'est-ce qui se passe en sous-jacent sur la partie hypervision. Et du coup, ça vous va bien, parce que c'est ce que vous venez chercher dans ce service-là. Et là, le modèle de pricing est différent. Vous payez au niveau de ressources du conteneur lui-même et plus de l'instance.
Et donc, du coup, vous êtes encouragé à bien savoir, à bien tailler vos conteneurs et non plus vos instances C2. Donc, vous descendez un petit cran en dessous. Voilà, c'est ça qui est vraiment intéressant avec Fargate. Là où c'est intéressant, c'est que fort de tout ça, en 2021, on sort AppRunner. Donc AppRunner qui est un service qu'on pourrait croire un remplaçant de Beanstalk, mais les deux évoluent un petit peu en parallèle. C'est un service qui est intéressant parce qu'en fait, il mélange un peu les deux univers. Globalement, on va avoir un load balancer et des EC2 qui vont être pré-packagés dans ce service-là. On sait qu'il y a l'autoscaling, mais ce n'est pas nous qui le gérons. Donc on amène une application, soit sous forme de dépôt Git directement. Donc l'applicatif, il est soit sur un dépôt Git, soit c'est un Dockerfile directement, applicatif. Et donc la partie CI/CD, elle est plus ou moins prise en charge dans ce service. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on va payer à l'usage et uniquement à la requête qui va être utilisée par le service. Il y a uniquement la partie mémoire qui va être facturée au repos pour avoir un warm-up très rapide de l'applicatif, mais pas de notion de C2 ici, pas de notion d'operating system, pas de notion de load balancer, etc. C'est un service qui est pré-packagé, qui scale, mais qui scale up, mais qui surtout scale down, qui est capable de redescendre à zéro. Et donc on paye uniquement pour la durée de la requête. Et donc là, on voit que la responsabilité du client, elle est juste sur l'applicatif. La responsabilité du LS, elle est pour tout le reste. Cool. Et donc ensuite, on a une autre alternative que certains clients utilisent. Et pareil, vous me voyez venir, je tourne mon regard vers Yacine. C'est AWS Lambda. Donc Lambda, c'est du function as a service. Donc là, la philosophie, elle est encore un petit peu différente. On va se concentrer uniquement sur le code. On n'est même pas potentiellement sur du Docker. On va fournir un zip avec uniquement les dépendances. Et on va pouvoir répondre à des événements. Typiquement, par exemple, on va pouvoir s'intégrer avec d'autres services AWS, comme Amazon S3, du stockage objet. Donc, imaginons qu'on ait un fichier qui arrive, on veut le déclencher un traitement, eh ben, on va pouvoir le faire avec AWS Lambda. Et surtout, là, on va avoir non plus de notion de load balancer, mais on va avoir un scale qui va pouvoir être vraiment diminué à zéro s'il n'y a plus du tout de requêtes. Donc là, on va être vraiment très fin au niveau de l'usage et avec une intégration très forte au service AWS. Et là, vous avez un exemple de code. Plutôt ici, du coup, pour vous, de code Java le plus simple possible. L'idée de ces fonctions-là, parce que le pricing model de Lambda, c'est à l'exécution en fait de la requête. Donc vous êtes plutôt encouragé à avoir des fonctions business très courtes, très petites, et uniquement cela, pour que la durée de la requête soit la plus courte possible. Voilà. Le problème de ça, enfin le problème, ce qu'on remontait nos autres clients, c'est que Java n'est pas forcément très à l'aise avec ça. Parce que les applicatifs et les frameworks peuvent être un peu complexes, un peu séquentiels dans le démarrage, ce qui est le cas par exemple de Spring Boot. Et donc, fort de ça, alors j'ai plus l'année de Snapstart. C'était l'année dernière, au reInvent de 2022. Voilà, c'est ça. Donc le mécanisme de Snapstart, c'est quoi? C'est de se dire, on va faire en sorte que les applicatifs Java on prenne une photo en instantané, une sorte de snapshot, avec déjà l'applicatif qui est démarré, et au moment où la lambda va pouvoir démarrer, elle va utiliser en fait ce sorte de préchauffage pour démarrer plus vite. Ce qui fait que typiquement pour un framework Spring Boot dans nos tests, qui démarre en 6-8 secondes en fonction des dépendances, là démarre en 1 seconde 5. Donc c'est vraiment un game changer, cette fonctionnalité. C'est propre à Java, c'est pour ça qu'on voulait vous en parler. Alors il y a un jusqu'à 10 fois plus rapide en fonction des contextes. Nous, ce qu'on explore, enfin ce qu'on a plutôt vu, c'est entre 5 et 7 fois en fonction des applicatifs. Là, le temps de démarrage dont on parle, c'est le call start. C'est la première fois que vous appelez votre lambda. Après, ça répond beaucoup plus rapidement. Oui, tout à fait, sûr. bien sûr. C'est la phase d'initialisation. C'est cette initialisation qui peut prendre un peu de temps. L'année dernière, ici, j'avais fait une conférence où on montrait effectivement que ça pouvait prendre jusque 18 secondes pour démarrer une application Spring classique. Donc là, on fait x10. C'est ça. On voulait vous montrer une petite démonstration très rapide, parce que je vois que le temps file. Donc l'idée, c'est de vous montrer comment on construit localement et comment on exploite localement une application Spring Boot, très simplement, qui a 3 endpoints ici, de manière très très simple. Et l'idée, c'est de voir comment on pourrait faire la même chose sans quasiment rien changer sur un service qu'on a vu précédemment. Donc là, voilà, on montre le fichier des dépendances ici. On voit que c'est compatible Java 11, donc ça reste plutôt dans l'air du temps. Et la version Spring Boot de 7.18. Voilà. Le reste de dépendances, c'est plutôt simple, c'est vraiment une application sample. L'idée, c'est qu'on va donc faire appel à Maven du coup, pour faire le build de cette application. Très simple. Et en fait, ce qu'on va montrer, c'est qu'on va faire quasiment la même chose dans le modèle déploiement sur le cloud.
Voilà, donc le build est terminé, et donc on va lancer ça en local pour l'instant. Voilà, on voit que ça met un petit peu de temps, et un petit cœur en local pour vérifier que ça fonctionne. Voilà, jusque-là, rien de magique, mais on voulait juste vous montrer le avant-après. Ce qui est intéressant, c'est que si on veut faire la même chose dans Appreneur, eh ben, il n'y a rien à changer en fait. C'est plutôt bien, on a un fichier de définition qui est ici, qui définit le runtime qu'on va utiliser. Donc là, on va utiliser Coreto 11, parce que notre applicatif est compatible Java 11. La build commande, Maven clean, Maven package, c'est la même chose qu'on faisait avant, sauf que là, on le fait en command line, et c'est Appreneur qui va le faire. Et la commande de lancement de notre jar à la fin, et on va lui dire d'écouter sur le port 8080, qui est la même chose qu'on avait avant, tout pareil. On va se rendre ensuite dans la console de Appreneur, en fait, et on va voir que c'est très simple de déployer notre application, de la créer. Donc là, on va lui dire de s'appuyer sur le dépôt Git, dans lequel est notre application, en l'occurrence GitHub. On vous a épargné les mises en connexion, etc. On a capacité de choisir une branche particulière, si on le souhaite. Et là, on va lui dire de réagir à chacun des pushes qu'il va y avoir sur cette branche. C'est là où c'est intéressant. Ensuite, on va lui dire quel runtime on va utiliser, mais on va plutôt utiliser notre fichier de configuration. On a vu qu'on a rempli tout, sinon on peut évidemment remplir la commande de build, la commande de run, le port, etc. Mais là, on va s'appuyer sur le fichier, donc il peut être stocké au même endroit que l'applicatif, c'est ça qui est intéressant. Le nom de l'application, évidemment, qui fasse sens pour vous. Les ressources à peu près utilisées par chacune des unités de compute. Et là, ce qu'on va juste personnaliser, c'est le health check, donc s'assurer que l'instance de notre application elle est bien en vie avant d'en rajouter d'autres ou avant de faire la mise à jour. Et c'est tout. Voilà. Il y a d'autres options, mais qu'on ne va pas parcourir aujourd'hui. Et donc là, on vous a épargné, mais globalement, à peu près 5 minutes après, on voit un petit peu dans les logs qui sont ici, l'applicatif, il est déployé, il fonctionne, et surtout, il passe à l'échelle, en fait. Il passe de 0 à plusieurs centaines, voire milliers de requêtes par seconde, sans aucun problème, et il scale down sans rien avoir à faire. On a montré qu'on avait exactement le même applicatif avant, les mêmes commandes de build, on peut tout réutiliser comme avant. Et globalement, notre applicatif, il est fonctionnel, cette fois-ci, non plus en local, mais depuis Appreneur. Formidable. Voilà. Bravo Guillaume. Du coup, je vais passer la parole à Yacine. Merci Guillaume. Bonjour à tous, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc je m'appelle Yacine Dries, je suis tech lead à la DSI du groupe Léon Gross. Et donc je vais vous présenter un retour d'expérience sur la thématique de Java Loves AWS. Donc pour commencer, qui est le groupe Léon Gross? Donc le groupe Léon Gross, il a été créé en 1881 à Aix-les-Bains, pas très loin d'Annecy pour les personnes qui connaissent. Et donc c'est un acteur majeur du secteur du BTP en France, avec 2700 collaborateurs, dont 45 personnes environ travaillant pour sa DSI. On peut également noter que récemment, le groupe Léon Gross est entré au palmarès des Best Workplaces. C'est notable puisque c'est la première entreprise du secteur du BTP à entrer à ce palmarès. Donc, le groupe Léon Gross s'axe sur 3 pôles d'activité distincts. Le premier d'entre eux étant le pôle historique, celui de la construction. Le second, celui des solutions, s'oriente autour des technologies, notamment celles des énergies renouvelables. Et enfin, le troisième, celui de l'immobilier, qui s'oriente autour de la réhabilitation et la vente d'habitations et de bâtiments de services. Et donc, le groupe Léon Gross a mis en place la stratégie d'une DSI orientée cloud pour répondre à des objectifs simples de sécurité, d'agilité et d'amélioration de qualité de son service, tout en maîtrisant et avoir une meilleure maîtrise des coûts. Donc, grâce à notre partenaire AWS, nous avons pu migrer nos premiers workloads en 2020. Nos premières applications modernes serverless ont été mises en production en 2021 et depuis, nous sommes dans une optique d'industrialisation et d'amélioration continue. Donc, les premières applications serverless, comment et pourquoi nous avons pu les mettre en place? Donc, chez Longos, on fait beaucoup d'applications web, donc, qui sont divisées en 3 blocs distincts. Donc, on a tout d'abord le front, qui est chez nous un Angular en TypeScript, qui était hébergé sur des serveurs web Apache HTTPD. Pour le back, nous avions des applications Spring écrites en Java, donc dockerisées, tournant dans des containers
Apache Tomcat. Et concernant la couche data, il s'agissait de serveurs de base de données Microsoft SQL Server. Hop. Et donc, cette première application serverless, le but, outre de répondre justement à la stratégie d'entreprise, c'était de faire notre première expérience du serverless. Et ça a nécessité une montée en compétence des équipes, et pour cela, nous voulions ne pas avoir de refonte de l'existant, pas de refonte applicative. Les autres objectifs étant une simplification de l'exploitation et également de faciliter l'industrialisation de nos applications. Et pour cela, donc, nous avons migré notre application Angular dans des buckets S3. Concernant le back Spring, c'est désormais un container qui tourne dans ECS Fargate. Et pour la couche data, nous nous sommes éloignés de la stack Microsoft pour nous orienter sur un Amazon Aura Serverless PostgreSQL. Le but étant notamment de limiter les coûts de licence. Donc vous pouvez voir ici un schéma simplifié de ce type d'application. En quelques chiffres, nous avons 5 applications de ce type qui tournent en ce moment en production. À noter qu'il y a 0 downtime sur ces applications et que nous avons des temps de déploiement inférieurs à 10 minutes, ce qui nous permet des mises en production beaucoup plus simples. Nous avons également en profité pour nous équiper de nouveaux outils. Donc, donc le premier d'entre eux étant GitLab, qui nous a permis de mettre en place de la CI/CD sur nos projets. Donc, nos applications sont construites et testées et déployées grâce à ces pipelines. Concernant le deuxième outil, c'est Terraform, ce qui nous a permis de mettre en place de l'IAC, infrastructure as code, qui nous permet de définir et de manager notre infrastructure beaucoup plus facilement et automatiquement également. Donc, fort de cette première expérience du serverless, des applications serverless, nous avons souhaité répondre à de nouveaux cas d'usage. Et donc, nous en avons profité pour repenser nos bacs. Et donc, nous nous sommes orientés vers un remplacement des containers dans Fargate par des fonctions lambda en Java. Concernant la couche data, nous sommes partis sur du DynamoDB puisque ces cas d'usage ne nécessitaient pas de base de données relationnelle. Donc, comme vous pouvez le voir, ce sont des services pay-as-you-go, ce qui nous permet une meilleure maîtrise des coûts de notre application. Je vais faire un focus sur les lambda, les fonctions lambda. C'était très important pour nous que nous puissions les développer en Java, puisque nous souhaitions capitaliser sur notre base de code qui, elle, est en Java, et donc éviter de devoir monter en compétence sur de nouveaux langages, sur de nouveaux frameworks. Donc pour cela, nous avons mis en place des templates d'applications fonctions lambda en Java. Donc ceci s'appuie sur les SDK fournis par Spring et par AWS et le JDK Coreto. De même, vous pouvez voir ici un schéma simplifié également de ce type d'application. Nous avons 2 applications de ce type en production en ce moment. Beaucoup moins de gestion du réseau comparé au type d'application précédent. À noter qu'il nous faut à peu près 2 jours pour initialiser ce genre d'application, front, back et infrastructure comprise. Donc on rentre dans la dernière partie de ma présentation. Je vais faire un bilan. Tac. En bilan, du coup, la création de ces templates d'application nous a permis de répondre à nos objectifs. Le premier d'entre eux étant de ne pas refondre le code des applications existantes et d'en simplifier l'exploitation, puisque l'automatisation de l'exploitation nous a permis de réduire les coûts qui étaient liés. Nous avons également remarqué une baisse de l'incidentologie qui s'explique par une meilleure stabilité et une meilleure résilience des plateformes. Concernant la sécurité, nous avons pu mettre grâce à ces nouveaux templates, et aux outils de GitLab avec la CI/CD et de Terraform avec l'IAC, nous avons remarqué également une meilleure industrialisation et une baisse du temps de build to run.
Donc, ça nous a permis de monter en compétence sur les applications serverless et de répondre à de nouveaux cas d'usage. Enfin, je termine sur un dernier schéma. Donc, on est en train d'envisager des nouveaux bacs plus hybrides. On pourrait voir des containers travailler sur certains cas d'usage, puis des fonctions lambda en Java travailler sur d'autres cas d'usage. Donc, ça me permet de continuer à capitaliser sur notre expérience et évidemment d'expérimenter. Merci à tous et je rends la main. Merci beaucoup Yacine. J'ai pas besoin de micro, ça. Merci beaucoup Yacine pour ce retour d'expérience. Moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est qu'on voit que on vous a présenté plein de solutions pour déployer des applications Java. Ça ne veut pas dire qu'il faut en choisir une et rester sur ce choix-là. On a bien vu sur le dernier use case, vous pouvez mixer tout ou partie en fonction des contraintes qui vous sont imposées. La deuxième chose que je trouve remarquable, c'est l'agilité en fait, que ça permet. 2 jours pour initialiser une application. Je connais quelques DSI qui seraient un petit peu jaloux. Donc bravo pour ça. Guillaume, tes questions là, c'est fini ou Alors, non, pas encore tout à fait. En fait, les applications Java 8 de mon client, il y en a un petit peu plus qu'on pensait. Et du coup, j'ai l'impression que tout ce qu'on a parlé avant, ça remet un petit peu en question. J'ai peur qu'on doive refaire un peu de ces deux-là. Ah ouais. Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ah ouais. Ouais. On va pouvoir moderniser ces applications Java 8. Globalement, si vous êtes baladé un petit peu partout, vous avez compris que depuis un peu plus d'1 an, il y a quelque chose qui s'appelait l'intelligence artificielle générative et que on peut utiliser en fait ces outils pour vous aider à coder. Pour vous aider à coder ou transformer du code ou analyser du code. Et donc on a sorti au dernier reInvent, donc c'était en novembre dernier, une solution qui vous permet de transformer votre code Java 8 en Java 17, simplement le demandant gentiment à un service qui s'appelle Amazon Q chez nous. Globalement, vous avez votre code source en Java 8. Vous demandez à Amazon Q, est-ce que tu peux me le transformer en Java 17, s'il te plaît? Et puis, 10 minutes plus tard, il vous renvoie votre code avec toutes les librairies mises à jour, etc. Bon, ça a l'air un peu magique. Du coup, on va essayer de faire une petite démo parce que je sens bien que... Ouais, moi, je crois pas trop à tout ça, hein. Ouais. Je crois Alors, que ce que je vois. ouais, alors, on peut croire que ce qu'on voit, mais il y a aussi l'expérience. Et on a quelques équipes à AWS. Je vous ai dit qu'on avait beaucoup d'équipes qui faisaient du Java. Il y a une petite équipe qui a migré un petit millier d'applications de Java 8 à Java 17 en quelques jours, avec une moyenne de 10 minutes par application. Donc quand vous avez globalement du code legacy comme ça, Java 8, c'est jamais très marrant à upgrade, vous pouvez le passer directement en Java 17 grâce à Amazon Q. Les bénéfices, c'est effectivement mettre à jour les versions, et typiquement, quand il y a des failles de sécurité dans les librairies, elles ne sont pas toujours mises à jour sur les vieilles versions. Mais ça peut être aussi bénéficier des nouveautés, des nouvelles JVM. Par exemple, sur les Coreto en version 17.21, il y a beaucoup de choses qui vont améliorer l'exécution du code Java sur les plateformes Graviton. Donc en termes de performance, vous allez gagner énormément là-dessus. Rien qu'en upgradant la JVM. Donc on va pas s'en passer. Et donc le mieux, c'est de vous faire une petite démo du service. Alors tu m'as donné ton application Java 8, Ouais. Guillaume? Ok, c'est parti. Alors, regardons ce qu'on a ici. Donc une application Spring, relativement classique. On voit bien qu'on est en Java 8. On est même sur une vieille version de Spring Boot, je crois, ouais, 1.4.4, ça commence à dater. Ouais. Ouais, c'était quand même pas... Bon, allez, on va regarder un petit peu plus en détail avec un VS Code. C'est une application Spring Boot, relativement classique. Donc on va la démarrer directement dans VS Code. On va faire un petit curl. Tu m'avais donné un bout d'API? Ouais, tout était Ok. bon normalement, hein. Ouais. Ah, Ouais. effectivement. Ah, c'est marrant comme API. Ouais. On peut essayer un autre truc. On va essayer Students. Ouais. Ça peut... Ouais, normalement tout est. Ah. Ah bah non. Tu l'as pas codé celle-là, Non. Guillaume? Bon, Non, 404. non. Effectivement. Bon, il va falloir la coder parce que sinon, Ouais. ça fait à moitié. Alors on a une bonne nouvelle, c'est que on a un truc qui s'appelle Amazon Q, je vous en ai parlé, et puis c'est aussi nous expliquer comment créer du code. Donc là, il est intégré dans VS Code. On va lui dire comment je rajoute un endpoint pour me donner la liste des étudiants. How to add a students endpoint that list all students.
J'ai été gentil, j'ai même mis un point d'interrogation. Et donc là, il va générer une réponse, et puis il va me dire, voilà, il faut que tu fasses une entité, que tu crées un contrôleur, etc. Donc mon application est déjà un petit peu construite. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est juste la partie contrôleur, parce qu'en fait, le service, il y est déjà. Donc on va simplement aller sur la partie get mapping. On va aller dans notre contrôleur, et puis on va utiliser une autre fonctionnalité d'intelligence artificielle générative qui s'appelle Code Whisperer. On va simplement lui mettre un commentaire, rajoute un endpoint qui liste tous mes étudiants. Et puis, globalement, il a même deviné ce que je voulais faire. Il va me dire get mapping, etc., etc. Et puis, il suffit que j'appuie sur Tab. Et ça y est, normalement, l'API, elle est là. Ouais, ça fonctionne. Bon, voilà. Déjà un problème de régler. T'étais à ça. Ok. Bon, alors, maintenant, il y a encore la partie Java 8. Et donc, pour la partie Java 8, c'est relativement simple. Hein. On va aller dans notre pomme. Et puis, il suffit de passer 8 à 17. Moi, j'ai vu ça. Ouais. Tu passes 8 à 17, normalement, tu recompiles, ça marche. C'est super cool. Ah. Bon, ça marche pas. Bon, alors là, quand vous avez un last file version up to 52, vous savez que c'est une question de JVM. Hein. Et donc, il y a un problème. Donc, on va remettre 8. Désolé. Bon, on va demander à Amazon Q quand même. Donc, Amazon Q, il a une petite commande qui s'appelle /transform. On va lui dire, donc là, il va nous dire quel service. On va lui sélectionner ma petite application. Et puis, on va lui dire où est-ce qu'elle est notre JVM. Vas-y, transforme, vas-y. On a accéléré un petit peu parce que ça prend une petite dizaine de minutes. Donc l'échange entre Amazon Q et le retour sur la transformation de code prend un petit peu de temps. Mais globalement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre à jour toutes les... Tiens, t'avais même une vulnérabilité dans ton code, t'as vu ça? Ah ouais. Ah bah, c'est pas, ouais, mais il va pas corriger ça quand même. En upgradant les versions, peut-être que ça va marcher, on verra bien. Donc, alors là, il a dit qu'il fallait que je change mon pomme, etc. Tiens, on va regarder. Il a fait toutes les modifications pour moi. On est passé à Spring 2.7.18, qui est quand même un peu plus récent. On est passé à Java 17. Bon, on va accepter. La sécu, c'est bon, ça a fixé en fait. Ah bah ouais. En plus, on a comblé une faille de sécurité, c'est super. Ça m'a aidé. Et du coup, on va pouvoir lancer notre petite application pour voir si ça fonctionne. Roulement de tambour. Et là, j'ai mon application Spring qui vient d'être mise à jour. Ce process complet, ça prend une dizaine de minutes. On va pas se mentir, globalement, c'est surtout de l'upgrade de version de librairie, parce qu'en Java, globalement, le langage, il évolue, mais pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il ne va pas rajouter, par exemple, des mots-clés var pour remplacer les variables locales, etc. Ça, il ne va pas faire. Il va juste vérifier que ça passe en Java 17. Bon, on a migré en Java 17, okay. C'est plutôt pas mal. Franchement, assez époustouflé, parce que moi, j'y croyais pas trop. Les contributions, les JVM, le code qui peut être transformé, franchement... Est-ce qu'on est tout d'accord Java still rocks, hein? On est d'accord. Ok, cool. Eh ben, c'est super, vous pouvez déployer vos applications Java sur AWS, vous avez plein de moyens de le faire, que ce soit dans des lambdas, dans des containers, dans AppRunner, sur EC2 s'il y en a qui ont envie. Il n'y a pas de souci, vous avez un large choix de déploiement. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'en choisir un pour toutes vos applications. Vous pouvez mixer ces déploiements, comme l'a montré Yacine, avec Léon Gross. Et la GenAI, c'est aussi pour les développeurs. Donc, on vous a montré Code Whisperer qui peut vous permettre d'aider à créer du code et à écrire du code. Honnêtement, c'est assez bluffant. Enfin, moi, j'étais le premier à dire « non, je suis développeur, je peux me faire aider par un ordinateur. Ouais. » Franchement, c'est de l'autocomplétion à la puissance 10 000. Ça marche vraiment bien. Et pour toutes les applications Java 8, passez-les en Java 17 parce que globalement, ne serait-ce que pour les gains de performance que vous allez avoir en changeant de JVM, ça vaut le coup d'y aller. Donc voilà, c'est les 3 choses qu'on voulait que vous reteniez de cette séance. Si vous voulez aller un peu plus loin, on a des workshops. Donc il y en a un ici, c'est AWS Lambda Workshop avec Java. C'est les différentes manières de déployer du Java dans AWS Lambda, pour ceux qui sont un petit peu sceptiques. Il y a plein de solutions. On peut prendre une application Spring complète, la déployer dans Lambda. On peut aller s'amuser avec les nouveaux frameworks comme Quarkus ou Micronaut.
On peut aller faire du GraalVM pour faire du Java en natif, et là ça déploie encore plus vite. Donc ce workshop est réellement intéressant si vous voulez explorer lambda, enfin Java sur des lambdas. Je vous remercie. On vous remercie, hein, Guillaume, Yacine et moi, on vous remercie. Bien sûr. N'oubliez pas, dans la petite application, de nous faire un petit feedback, ça fait toujours plaisir. On sera à la sortie pour répondre à toutes les questions que vous voudriez nous poser sur Java. Est-ce que ça marche en vrai? Est-ce qu'on n'est pas en train de te raconter des pipeaux, etc. Et ben, je vous remercie de votre attention. Bonne journée.